j'enchaîne, on essaye de rester dans le timing. Alors, pour cette session spéciale du Syndicat national de la communication directe, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Florence, son vice-président et dirigeant de Florence Consultant, accompagné de Pascal Buet, directrice du programme Email Attitude chez Mille Merci. Nos deux intervenants sont ici pour présenter la 8e édition de leur étude Email Marketing Attitude en B2C. Merci, c'est à vous. Donc, écoutez, bonjour, bienvenue. Je m'appelle Bruno Florence, donc je suis vice-président du SNCD et je suis très heureux de vous accueillir pour présenter effectivement une étude qu'on mène depuis plus de 8 ans et qui constitue un baromètre qu'on a voulu développer il y a 8 ans pour avoir des chiffres relativement précis et récurrents sur la façon dont les internautes se comportent par rapport à l'email marketing. Et donc on va passer donc environ 7 heures à vous présenter pour la première fois, puisque c'est la première fois qu'on les présente, les résultats de cette étude de cette année. Quelques mots sur le SNCD donc, qui pilote cette étude. Le SNCD, c'est le Syndicat national de la communication directe. C'est un peu plus de 145 membres, 150 membres qui sont des prestataires et dont le métier principal est de travailler beaucoup autour de la donnée postales, données email, donc des big data, on en a parlé dans la précédente intervention, et on travaille beaucoup comme syndicat à défendre nos intérêts, mais aussi dans le domaine de la déontologie, sur la protection de la donnée privée, qui constitue un sujet important et sensible. Donc tout ce qui est ICRM, CRM sont des thèmes récurrents sur lesquels on a différents ateliers, et vous pourrez nous trouver, puisqu'on a un stand sur le salon e-commerce. Alors cette étude, comme je vous l'ai dit, elle a été lancée en 2006 à notre initiative. Là, vous avez une synthèse des principaux résultats. On va parler de différentes thématiques. Une thématique liée sur le comportement des internautes par rapport à la possession de plusieurs adresses email, sur quel device ils ouvrent, comment ils se considèrent par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que l'email est vraiment toujours un générateur de trafic important sur des sites e-commerçants ou sur des sites de marque? Et puis la combinaison online et offline, qui constitue aussi un thème pertinent cette année sur lequel on a quelques données. Vous pourrez retrouver non pas l'intégralité de la présentation, mais une infographie, quelques slides essentiels de cette étude sur le site du SNCD, sncd.org. Quelques mots sur la méthodologie avec Pascal. Bonjour à tous, donc moi je suis Pascal Buet, je suis directrice du programme Email Attitude chez Mille Merci. Et donc, on a eu la chance cette année d'accompagner le SNCD sur cette étude. C'était la deuxième fois qu'on faisait cette étude, puisqu'on avait commencé la première étude en 2006. Et donc, on a eu la chance de pouvoir retravailler sur cette étude en 2014. On a administré ce questionnaire auprès des membres du programme Email Attitude chez Mille Merci, qui est donc une agence spécialisée dans tout ce qui est marketing et publicité interactif. On a une base de données donc, qui s'appelle Email Attitude, qui comprend plus de 20 millions d'internautes uniques en France et qui nous a permis du coup d'aller administrer ce questionnaire pour avoir 1116 répondants après redressement par rapport à plusieurs critères sociodémographiques. Et donc qui nous ont permis de conclure pas mal de choses intéressantes, on va le voir. Et juste peut-être pour préciser, cette étude est menée en fait en collaboration avec pas mal d'agences. Donc Mille Merci cette année, on a Experian également, NP6, Contact Lab et Predictis qui ont eu la chance et qui referont dans les années prochaines cette étude. Donc ce questionnaire, c'était 42 questions sur 4 thématiques principales qui étaient donc sur les comportements et usages, sur les messageries, sur les messages commerciaux et enfin sur le spam et le désabonnement. Donc vous avez là quelques visuels de l'email d'acquisition et du questionnaire qu'on a pu envoyer pendant quelques semaines cet été pour avoir nos répondants. Et donc voici le profil de ces 1116 répondants après redressement, puisqu'on a voulu que ces répondants soient complètement représentatifs de la population des internautes français. Donc voilà, en quelques chiffres, on a presque une parité égale entre hommes et femmes. Sur l'âge, on voit qu'on a 25% de 35 à 44 ans ou 24% de plus de 55 ans. Et puis sur des critères comme la CSP, avec 40% de CSP- ou 38% de CSP+, et puis sur la situation familiale, voilà, dont 37% de couples avec enfants. Oui ? C'est sur nos 1116 répondants, 9% entre 15 et 24 ans.
Alors sur la première partie, sur les comportements et usages, je vais laisser Bruno présenter. Alors, la première chose qu'on a voulu cerner, c'est une tendance forte de l'email marketing, mais aussi du monde Internet, c'est l'impact de la mobilité au travers des comportements d'accès à Internet, soit sur smartphone, soit sur tablette, soit sur ordinateur. Donc on constate, ici vous l'avez en gris, des taux d'augmentation importants, je crois que j'ai le pointeur laser ici, voilà, importants, notamment des smartphones, puisqu'ils augmentent de 38, ils étaient à 38,4%, pardon, et ils sont passés à 52% en termes de lecture, et puis sur la tablette à 33%. Ce qui est remarquable, c'est de noter que l'ordinateur ne chute pas considérablement. On a eu un moins 2,4%. Et on le verra un peu plus loin avec d'autres chiffres. L'ordinateur reste quand même le device de consultation important et principal des internautes, même si ceux-ci consultent beaucoup sur smartphone pour s'informer, peu pour commercer, c'est un peu plus complexe, ou sur tablette pour faire les deux, s'informer et acheter et convertir leur action. Mais je dirais la surprise a été le fait qu'on n'ait pas eu un écroulement de l'ordinateur qui reste relativement présent parce que d'abord c'est un terminal confortable de lecture des emails. Il est bien sûr moins confortable de lire sur un smartphone que sur un ordinateur. Ça c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est qu'on a voulu comprendre combien d'appareils, de devices posséder en moyenne un internaute. La réponse, c'est 2,1 devices, avec quand même 40% de la population. En 2013, on en avait 53,4% qui étaient possesseurs d'un seul device. Un seul device, un ordinateur, un smartphone ou une tablette. 35% en possèdent 2, 23% en possèdent 3. Donc, on a constaté aussi que les possesseurs de plusieurs devices étaient des gens qui étaient plus actifs, qui achetaient plus, bref, qui étaient plus engagés. Et ils sont en moyenne plus jeunes et plus orientés. CSP+, c'est assez normal parce qu'acheter plusieurs appareils veut dire qu'on a quand même un pouvoir d'achat un peu plus important que la moyenne. Ça, l'étude a permis de confirmer cette évidence. Un segment duo gagnant et trio gagnant, eh bien, on a demandé une question, on a posé la question aux internautes de savoir ce qu'ils possédaient comme appareil en distinguant l'ordinateur personnel de l'ordinateur professionnel, le smartphone et la tablette. Et le duo gagnant, dans l'ensemble des répondants, c'est l'ordinateur personnel et le smartphone. On pensait que l'ordinateur professionnel allait dominer, mais avec 23% d'inactifs dans le panel, ça me semble assez normal finalement que ce soit l'ordinateur personnel qui domine. Et puis le trio gagnant, on retrouve l'ordinateur personnel, toujours pas l'ordinateur professionnel, le smartphone et la tablette, avec 21% de la population interrogée. Donc on va le voir, on a une multiplication importante des devices de lecture des emails qui nous oblige à travailler peut-être différemment, à mieux cibler, à travailler le temps d'envoi, le moment d'envoi de l'email et bien sûr à adapter le message à ces différents devices. On a fait un focus sur un segment qui nous semblait important, c'est les internautes qui ne possèdent pas d'ordinateur personnel. 5% des répondants n'ont pas d'ordinateur personnel. Et sur ces trois chiffres, vous avez les surreprésentations des différents segments. Eh bien, le plus fort, c'est les actifs, qui sont par rapport à la moyenne à plus 18 points, les moins de 45 ans et les femmes à plus de 6 points. Donc ce sont des personnes qui, soit à 56% d'entre eux, ont uniquement un smartphone, soit privilégient la tablette, soit possèdent les deux devices. Donc 5%, ce n'est pas un chiffre important, c'est un chiffre qu'on a retrouvé dans une autre étude médiamétrie qui évoquait les personnes qui étaient mobinautes exclusifs, donc qui n'avaient que le smartphone ou la tablette pour surfer sur Internet. Donc on est quand même sur un petit segment, mais qui est intéressant et qu'on va surveiller de près dans les années suivantes pour savoir s'il augmente, s'il diminue et s'il constitue une tendance importante d'abandon de l'ordinateur en faveur des devices plus modernes. Pardon ? On n'a pas fait de différence entre ordinateur portable et ordinateur fixe, non. Peut-être oui, sur le niveau d'expertise. Donc là, la question était vraiment, on demandait à l'internaute de se juger en 7 points de débutant à expert par rapport aux nouvelles technologies.
Ce qui était assez étonnant de voir, c'est que le niveau d'expertise était plutôt en baisse, puisque donc 18% des internautes se sont dit experts, et ça représente moins 4 points par rapport à 2013, et donc au bénéfice des niveaux intermédiaires ou débutants. En se posant un peu la question, on s'est dit que ça devait refléter en fait un niveau de maturité, puisqu'en fait aujourd'hui les internautes sont plus matures vis-à-vis d'Internet, ils sont plus connectés régulièrement en multi-device. Donc être expert est devenu peut-être quelque chose de plus courant, et donc le niveau d'expertise a en fait augmenté de manière générale, peut-être qui a fait diminuer cette moyenne, qui reste pourtant bonne à 4,16. Donc c'est je pense la démocratisation des nouvelles technologies qui est certainement la cause en fait de cette petite baisse. On a regardé ensuite les achats sur Internet. Merci. On a regardé ensuite les achats sur Internet. On a différencié encore une fois les personnes mono-device des personnes multi-device. On voit que 84% des personnes qui sont mono-device sont acheteurs en ligne. Par contre, 92% le sont lorsqu'ils sont en multi-device. Donc c'est vraiment le fait d'être plus connecté, d'avoir différents supports de lecture, montre que la personne est certainement aussi plus amène d'acheter sur Internet. Et donc le taux de non-acheteurs sur Internet est du coup beaucoup plus important sur les mono-device. Si on regarde le top 3 des secteurs d'activité, des secteurs des produits en fait achetés sur Internet, on voit en numéro 1 le vêtement. Les vêtements qui sont donc achetés à 48% sur des répondants, donc 48% des répondants achètent des vêtements sur Internet versus 59% pour nos multi-devices. Ensuite, on a les produits culturels et enfin les billets de train et d'avion. Donc c'est un top 3 assez classique, je pense, qui en tout cas, on n'était pas étonné de ces secteurs qui sont ressortis. Une remarque sur les possesseurs de multi-device. Donc, on voit que c'est un segment intéressant, plus engagé, a priori plus acheteur. Donc, ça peut être intéressant dans des logiques de CRM de récupérer ce qu'on fait régulièrement en ouverture et en clic, le device possédé par un internaute et le stocker dans le CRM pour l'utiliser comme variable de segmentation ou du moins d'enrichissement de la base. Ça, c'est des informations maintenant qu'on peut récupérer vraiment facilement sur à peu près toutes les plateformes de routage. Et ça nous semble être actuellement une nouvelle des données qui peuvent constituer un segment sur lequel on peut faire des analyses et éventuellement pousser des promotions ou avoir des logiques d'animation spécifiques. Et on verra juste après aussi sur la lecture, la lecture des emails sur les devices mobiles. On a voulu également savoir parmi les différents supports publicitaires qui existent, lesquels étaient vraiment générateurs de trafic web. Et on voit que le top 3 qui ressort en numéro 1, l'email. Donc c'était déjà le cas l'an dernier, mais c'est un taux qui est en augmentation puisque donc 46% des répondants ont déjà effectué une visite suite à la réception d'un email commercial versus 43% en 2003. Donc c'est plutôt un taux qui est en progression. Le support numéro 2, on était pour le coup assez étonnés puisque 34% disent avoir fait une visite suite à la lecture d'une publicité dans un magazine ou dans un journal. Donc comme quoi, il y a vraiment de moins en moins de barrières entre le off et le on. C'est très courant maintenant pour les individus, suite à la réception d'un courrier papier, de se rendre sur le site web de la marque. On avait donc 10 supports publicitaires, parmi lesquels il y avait bien sûr les moteurs de recherche. Voilà, il y avait les liens sponsorisés, les moteurs de recherche, les QR codes, le SMS. C'était vraiment, il y avait une dizaine de supports publicitaires proposés. Et puis le troisième support qui est ressorti, ce sont les réseaux sociaux, à 16%. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un taux qui est vraiment en progression importante, puisque donc l'an dernier, on était à 8%, donc ça fait x2 en un an. Comme quoi, les réseaux sociaux, c'est vraiment maintenant un vrai levier générateur de trafic et du coup d'achat sur le web. Si on parle peut-être maintenant des messageries. Messageries. Donc chaque année, on essaye de comprendre combien d'internautes, combien de boîtes aux lettres ont les internautes. Il y a une boîte aux lettres principale, l'ancienneté, etc. Quelques résultats, il y en a d'autres qui sont disponibles sur l'étude complète. Donc on a au moins 76% des internautes qui utilisent 2 adresses email.
avec une moyenne de 2,5 adresses email par individu. Ça, c'est une moyenne qu'on retrouve depuis, je crois, le début de l'étude. Ça varie entre 2,4 et 2,6, mais on peut considérer que c'est un chiffre relativement stable. On a une légère augmentation par rapport à 2013. Alors, ce qui est intéressant, on ne l'a pas sur cette étude, mais quand on demande aux internautes s'ils ont une boîte aux lettres principale, ils nous répondent en général sur ces 76%, plus de la moitié, dans les 60-70%. Oui, on a une boîte aux lettres principale et qu'on conserve longtemps. Donc ça va un peu à l'encontre de l'idée qu'on utilise l'adresse email de façon jetable. Ce n'est pas le cas. On a toujours une adresse email qu'on conserve longtemps. Et on peut considérer que l'adresse email est un identifiant numérique très fort, voire essentiel, de l'internaute qu'on va garder tout au long de notre vie. Je pense qu'à partir du moment où on travaille, on a un contexte amical, etc., même avant, donc on essaye de garder cette adresse email pérenne longtemps. Alors, deux autres segments qui augmentent aussi. Les internautes qui ont deux ou trois adresses email, on demande de 4 points par rapport à 2013. Et plus de 4 adresses email, on est à plus 4 points par rapport à 2013, avec 19% des internautes qui ont plus de 4 adresses. Alors, 4 adresses, il y a bien sûr l'adresse professionnelle, l'adresse personnelle, et puis on va trouver des adresses qui servent à gérer les promotions, à gérer un certain nombre de points. Dans le transparent suivant, on a fait un focus sur l'adresse principale. Donc on a demandé s'ils avaient une adresse principale et à quoi elle servait. Et là, première bonne nouvelle, elle sert à 59% pour gérer mes achats et mes ventes privées. Ça veut dire que quand vous êtes e-commerçant, que les internautes ont laissé leur adresse pour faire leurs achats, et bien vous avez une adresse qui est quand même solide, qui va durer plusieurs années, sur lesquelles vous pouvez compter pour animer votre programme relationnel, ce qui est intéressant, et elle est plus consultée que l'adresse secondaire, consultée à 73%, à contrario à 48% pour l'adresse secondaire. Bien sûr, cette adresse principale, l'usage principal et la consultation de la correspondance personnelle, c'est cette adresse qu'on va garder. Donc moi, je trouvais que c'était intéressant de savoir qu'il n'y a pas une dichotomie forte, c'est-à-dire une séparation entre ce que j'utilise dans ma correspondance personnelle et ce que je vais utiliser comme adresse pour gérer mes achats. Une fréquence un peu plus forte, 44% reçoivent plus de 25 emails par jour sur cette boîte aux lettres et 30% dans l'adresse secondaire qui a une pression commerciale un peu plus faible. Ce qu'on retrouve bien sûr sur l'adresse secondaire, c'est la gestion des réseaux sociaux qui est rarement l'adresse utilisée par l'adresse principale. Oui, peut-être à noter aussi les 40% pour recevoir les offres commerciales, oui. Voilà, où l'adresse principale était vraiment l'adresse qui était principalement, qui était principalement utilisée pour recevoir ces offres principales, ces offres commerciales, alors que voilà, on aurait pu penser peut-être qu'on privilégiait une adresse secondaire ou voire une troisième adresse email pour recevoir ce genre d'email promotionnel, mais non, ça reste l'adresse principale qui est consultée principalement pour ce genre d'offres. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis on a voulu en fait croiser ces données avec les données d'expertise qu'on a vues juste avant pour voir s'il y avait des différences d'usage. Et c'était intéressant de voir que les experts avaient tendance effectivement à recevoir plus d'emails et à consulter évidemment plus régulièrement leur boîte email, puisqu'ils sont donc à 85% à l'utiliser, à la relever plusieurs fois par jour versus les 73% en moyenne. On a demandé également, excusez-moi Bruno, on a demandé sur quel support ils lisaient leurs emails suivant le moment de la journée. On leur a demandé au réveil, pendant la journée, à la maison le soir ou le week-end. Et c'est intéressant de voir que le smartphone était l'outil principal utilisé au réveil, certainement pour une question aussi, c'est plus pratique quand on se lève d'attraper son téléphone. Évidemment, ensuite, en journée, on avait l'ordinateur qui ressort évidemment et qui reste l'outil principal. À la maison, le soir, il y avait évidemment l'ordinateur, mais on voyait vraiment un pic sur la tablette qui était vraiment utilisé à ce moment-là de la journée, évidemment sur les possesseurs de tablettes qui ne sont pas encore
la majorité. Et puis enfin le week-end, où là pour le coup on avait vraiment, voilà, c'était assez hétérogène en termes de réponses, où les 3 supports, les 3 devices ressortaient. C'était aussi intéressant de regarder sur les personnes sans ordinateur pour voir si c'était plutôt le smartphone ou la tablette. Et là encore une fois on voit, décidément, je vais le poser. On voit que les personnes sans ordinateur privilégient le smartphone au réveil ou en journée, et par contre la tablette à la maison ou le week-end. Donc voilà, certainement la tablette, un outil intéressant dans le canapé ou en famille. Par contre, quand on est en mobilité, le smartphone reste l'outil principal. Sur les messages commerciaux. Messages commerciaux, donc dans le transparent suivant, on est revenu sur le transparent précédent, Pascal. On a fait donc cette thématique de perception et de compréhension, comment les internautes percevaient les messages commerciaux, quelles attitudes ils pouvaient avoir sur la pression commerciale, etc. Donc, première question, sur quel support préférez-vous lire les messages commerciaux ? Assez naturellement, on lit les messages commerciaux sur le support le plus confortable. Et le plus confortable, c'est l'ordinateur à 68%. Ensuite vient, et ils sont très très proches, 11% smartphone, 9% tablette. Et pour sans ordinateur, pareil, les messages commerciaux, si on veut les voir très clairement, on veut les voir sur une tablette pour le segment sans ordinateur. Il est très clair que sur un smartphone, quand vous faites ce qu'on appelle de l'adaptatif ou plutôt du responsive design, on ne peut pas mettre autant d'informations que sur un message destiné à une lecture sur ordinateur. Donc on est dans une qualité d'information qui est moindre, enfin une densité d'information qui est moindre, on va plus à l'essentiel. Et effectivement, sur un ordinateur, on peut avoir des messages un peu plus sophistiqués, un peu plus denses. Oui ? Alors la question c'est, est-ce qu'on peut penser que le fait que tous les sites web ne sont pas adaptés au smartphone fait penser que ça puisse influencer cette statistique ? C'est ça ? Là, on est sur une statistique de lecture, pas des sites web, des emails. Donc peut-être penser que tous les emails ne sont pas adaptés au smartphone peut faire dire effectivement que c'est mieux de les lire sur ordinateur. Peut-être. Je pense aussi, pardon, excuse-moi, qu'il y a peut-être aussi une chose, c'est que là on est sur du déclaratif et que quand les internautes, on leur demande sur quel support ils préfèrent lire leurs emails, ils ont tendance à dire l'ordinateur parce que voilà, c'est peut-être plus courant, ils ont accès voilà, tout au long de la journée. Mais quand on regarde les statistiques d'ouverture des emails sur device, vraiment comportemental, quand on remonte cette donnée dans nos bases de données, on est bien au-dessus des 9 ou 11% annoncés, on est plutôt on monte entre 30, 40, voire 50% pour certaines marques. Donc je pense qu'il y a aussi un gros décalage entre le déclaratif et vraiment le comportemental et ce qu'on peut constater. Là, on demande la préférence. Et voilà, là, c'était la préférence. Qu'est-ce que vous aimez ? Exactement. Pas comment vous vous comportez, mais qu'est-ce que vous aimez ? Exactement. C'est pour ça qu'on a l'ordinateur qui remonte, puisque forcément, ça reste quand même un support, l'email est plus lisible. Et puis, vous avez raison, tous les emails ne sont pas encore adaptés pour device mobile, ce qui est important. Oui, ça c'est une autre thématique, c'est-à-dire une fois que j'ai cliqué, effectivement, j'arrive sur une landing page qui n'est pas forcément optimisée, et donc on sort du canal mail, on est sur un taux de transformation sur le web qui ne va pas être satisfaisant ou autre. Dans le transparent suivant, on a une statistique, une question intéressante. Pascal, tu parlais du déclaratif. On est dans une étude qui est déclarative, c'est-à-dire on demande aux internautes, en l'occurrence, ce qui va les attirer dans un message promotionnel. On verra qu'il y a une différence entre, sur certains points, ce qui les attire et ce que nous, on constate quand on fait l'email marketing, qu'on mesure l'ouverture et le taux de clic par rapport à certains attributs. Donc, tout en haut, vous avez les réductions et les promotions qui est un des principaux attraits, cité le plus souvent par les internautes. On descend, on est sur les informations de vente, sur les points de vente les plus proches. Donc ça, c'est une tendance qu'on voit poindre de plus en plus chaque année dans l'étude, qui est que faire des relais d'animation commerciale pour le retail, la distribution en magasin, avec des emails qui contiennent des données de proximité, est quelque chose qui fonctionne bien et de mieux en mieux.
La richesse graphique n'est pas citée comme un attrait important. Et puis là, on descend dans ce qui n'attire pas les internautes, c'est la vidéo. Alors qu'on sait très bien que mettre une vidéo, un appel au clic à découvrir une vidéo dans un email fonctionne très bien. Alors ça fonctionne bien, mais en termes de performance, une fois qu'on visualise la vidéo sur un site web, c'est pas du tout évident de générer de la vente, du trafic, du lead. Donc nous, on a une recommandation au sein du SNCD, c'est de travailler les vidéos pour à la fin inciter les internautes à cliquer, à aller plus loin, etc. Si vous laissez la vidéo comme ça, vous avez un message, vous faites du branding, voilà. Vous avez de la communication. C'est un objectif différent, effectivement, de branding et d'image qui peut être intéressant, peut-être aussi pour réactiver vos inactifs ou des choses comme ça, sur des cibles un peu différentes. Alors, en déclaratif, ça ne semble pas être forcément ce qu'ils apprécient, mais en tout cas, on voit dans les résultats que ce n'est pas le cas pour le coup. Donc, et le dernier item qui ne joue pas en faveur de l'emailing, de l'ouverture et de l'attirance, c'est la marque non connue. Je reçois un email d'une marque que je ne connais pas, je vais être suspicieux, je vais moins ouvrir, je ne suis pas dans un climat de confiance, je n'ai pas forcément donné mon consentement, ça fonctionne moins bien. On a ensuite demandé aux internautes s'ils avaient déjà fait certaines choses suite à la réception d'emails commerciaux, et notamment le partage. Et là, on voit vraiment deux chiffres qui nous ont interpellés. C'est vraiment une augmentation du partage des offres reçues, soit par email, soit via les réseaux sociaux, puisque donc ils sont à 44% à déclarer avoir déjà transféré en fait un email reçu à un de leurs proches par email, et à 25% par les réseaux sociaux. Donc on voit plus 11 points par rapport à 2013 sur l'email et plus 6 points sur la partie réseaux sociaux. Donc c'est vraiment une pratique de plus en plus courante qui vient aussi un peu nous dire que l'internaute est plus mature, il est plus confiant dans les marques et dans les offres qu'il reçoit. Et si ça lui a plu, il n'hésite pas à transférer cette offre à ses proches. On pense que l'usage intensif des réseaux sociaux ou le partage extrêmement fréquent et sollicité a un impact sur le partage de l'email vis-à-vis des tiers. C'est quelque chose qu'on constate d'année en année sur l'ensemble de nos études depuis 2008. Une autre statistique qui n'est pas là, mais qui en fait était stable par rapport à l'an dernier, c'était le fait de conserver un email après réception. On est à 58%, qui est un chiffre qui est vraiment stable par rapport à 2013, alors qu'il était bien plus faible en 2012. Donc à suivre pour les prochaines années. L'email n'est pas qu'un média chaud. Ça peut être un email sur lequel on vient 1, 2, 3, X semaines. Si c'est un email promotionnel, effectivement, avec une durée courte, ça peut être gênant. Mais dans des cycles d'achat longs comme le tourisme, où on peut avoir 6 mois, on peut très bien mettre un email de côté pour dire, tiens, en fait, cette destination m'intéresse, ou je vais retrouver cet email. D'où l'intérêt et le conseil qu'on a d'essayer de garder tous les liens et les visuels actifs, non pas pendant 1 ou 2 semaines, mais pendant plusieurs mois. Sur la pertinence des messages reçus et sur aussi la pression promotionnelle. Alors c'est des statistiques qui nous ont fait, qui étaient un petit peu contrariantes sur le coup, puisque donc sur le fait que les offres soient plus pertinentes, on est vraiment en baisse par rapport à 2013. Ils sont à 30% pour dire que les offres sont plus pertinentes par rapport à l'année dernière, là où ils étaient 51% en 2013. Et sur l'augmentation des emails reçus, ils sont à 78% à trouver qu'il y a de plus en plus d'emails versus 68% l'an dernier. Comme quoi c'est vraiment un enjeu, et c'est là où je pense c'est vraiment la clé pour tous les annonceurs dans les mois et pour 2015, c'est vraiment être de plus en plus attentif à ce qu'on envoie pour que l'offre reçue soit pertinente, soit envoyée à la bonne personne au bon moment, le marketing classique, mais qui peut être indispensable pour ce support publicitaire qui est quand même un support qui est très utilisé. Et pour se différencier des autres annonceurs, il faut tout simplement être de plus en plus pertinent, personnaliser peut-être le contenu et faire attention évidemment à la pression promotionnelle qu'on exerce. On a croisé quand même cette donnée avec les possesseurs de multi-device en se demandant s'ils avaient une autre perception de ces emails, et effectivement ils sont à plus 6 points à trouver que les offres sont plus pertinentes par rapport à la moyenne. Donc ça vient forcément aussi avec leur niveau de maturité qui était plus important comme on l'a vu précédemment. À noter quand même, on l'a remis quand même ces statistiques parce que
à plus 3 points. On l'a vu tout à l'heure, 46% ont quand même déclaré avoir fait une visite sur un site web suite à la réception d'un email. C'est un chiffre d'augmentation par rapport à l'an dernier. Donc il y a une petite incohérence, encore une fois, entre le déclaratif peut-être et le comportemental. Oui, et puis cette ambiguïté qu'on a, les internautes nous disent au travers de cette étude, je reçois trop d'emails qui ne sont pas pertinents, et d'un autre côté, on s'aperçoit que l'email est un générateur de trafic important, que les internautes gardent les emails longtemps et qui finalement, ils apprécient de recevoir des promotions. Donc on a ce travail à faire, comme tu l'as dit. Ils sont en fait plus exigeants, je pense, dans les offres qu'ils reçoivent, et donc ils demandent aussi forcément aux annonceurs d'être peut-être encore plus fins dans la segmentation et plus attractifs dans les offres reçues. Sur le trafic en magasin, c'était un point qu'on voulait mettre cette année parce que ça nous semble très important. Et on a donc demandé sur quel support ils étaient réceptifs, enfin à quel support ils étaient réceptifs pour ensuite se rendre en magasin. À 43%, c'est le SMS qui ressort. Donc évidemment, là, il y a une notion de proximité qui est évidente avec un SMS. Donc comme quoi, la publicité par SMS est un point important pour les personnes pour les annonceurs qui ont un réseau physique. Mais l'email est quand même le deuxième support générateur de trafic store à 28%, et ce chiffre est en augmentation puisqu'on était à 20% en 2013. Donc vraiment, voilà, encore une fois, on voit ces barrières entre le on et le off qui sont de plus en plus fines, et recevoir un email, le conserver et se rendre en boutique derrière, c'est une réalité. Les internautes le font, et c'est donc important aussi même aux annonceurs qui n'ont pas forcément de site e-commerce de faire de la publicité par email. Et à 20%, on a les push notifications qui ressortent, qui est donc le troisième support générateur de trafic. On le voit sur le marché du marketing direct, l'envoi des SMS est au niveau, pour la fidélisation, quelque chose qui augmente très très régulièrement. Vous en faites chez Mille Merci. Sûr, ouais. Et c'est un canal de plus en plus utilisé, même s'il coûte plus cher que l'email. Il est quand même, je pense, toujours délivré dans un device qu'on a sur soi. Et donc, il a cette qualité remarquable d'être toujours à proximité du destinataire. Exactement. SMS. Et je pense aussi qu'il y a des liens à faire entre email plus un rebond SMS, peut-être, effectivement, pour derrière leur avoir expliqué peut-être l'offre. En 160 caractères, c'est des fois un peu court. Donc, envoyer un email pour bien expliquer l'offre et faire un rebond ensuite SMS pour qu'il l'ait sur eux, c'est, je pense, des mécaniques, on le voit d'ailleurs, des mécaniques très, très performantes. On a voulu également s'intéresser au retargeting. Donc le retargeting, c'est ces emails qu'on envoie suite à la navigation sur un site web, qui peuvent être donc un email abandonnisme, mais aussi un email pur prospection si la personne a vu une fiche produit uniquement, ou même la homepage de votre site. Et on a voulu un peu avoir la perception de ces emails retargeting et aussi savoir s'ils étaient, s'ils en avaient reçu régulièrement. Ils sont à 74% à dire qu'ils avaient déjà reçu un email personnalisé lié à leur navigation au préalable. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus courant. C'est vrai que l'email retargeting en conquête existe depuis maintenant 3 à 4 ans. Et on le voit dans ce chiffre qui est quand même très important. Les 3/4 connaissent bien cette pratique et ils sont habitués. Par rapport à leur perception, par contre, c'est vrai qu'on voit quand même que 56% trouvent que ce sont des emails qui sont peut-être un peu intrusifs. Donc c'est une statistique qui est à prendre en compte. Mais par contre, ils sont quand même 29% à dire qu'ils attendent une promotion quand ils reçoivent ce genre d'email. 15% à dire que c'est une aide appréciable et 10% à dire qu'ils aiment bien être conseillés. Donc, quand on envoie un email de retargeting, c'est important, je pense, de remettre peut-être effectivement une offre promotionnelle ou même des messages de réassurance, des arguments de réassurance pour pousser à l'achat et pour que cet email ne soit pas juste une relance, mais vraiment une aide pour l'internaute et qu'il voit vraiment son avantage à être retargeté pour aller derrière transformer. Dans les emails retargeting, on a le grand classique e-commerçant et qui, je pense, est très présent dans cette étude, c'est l'abandon de panier qui devient un standard et parfois de l'email retargeting prospect qui est peut-être pas aussi abondant, mais qui est aussi qui commence à se démocratiser un peu. Assez évidemment, ouais.
Et encore une fois, on a voulu croiser cette réponse avec le niveau d'expertise des internautes. Et on voit en fait que les experts ont un sentiment positif par rapport à ces emails 2 fois plus important que les débutants. Donc voilà, encore une fois, on est sur des personnes qui sont peut-être aussi un peu plus matures, qui connaissent peut-être un peu mieux aussi ce genre de pratique et qui du coup apprécient ce genre d'email. En termes de performance, les emails automatiques constituent des enjeux conséquents chez de nombreux annonceurs. En termes de performance, l'email d'abandon de panier est certainement l'email qui, par rapport au nombre d'emails routés, est rapporté au chiffre d'affaires et dans la fourchette haute, voire dans les 2 premiers emails les plus performants. On le voit évidemment en abandonnisme sur la partie CRM, mais même en conquête pure, c'est des emails qui fonctionnent extrêmement bien et qui sont complètement rentables pour les annonceurs et souvent bien meilleurs qu'un email envoyé voilà, avec du ciblage juste déclaratif. Donc c'est important de peut-être remettre un peu en question cette statistique. Alors parce qu'après ils pouvaient avoir plusieurs réponses en fait. Ils pouvaient répondre à plusieurs. Oui, la somme ne fait pas 100% parce qu'on était dans il y avait plusieurs choix possibles. Voilà. Sur le spam et le désabonnement. Quelques mots sur le spam désabonnement. D'abord, un chiffre qu'on a sorti pour la première fois cette année, c'est une exclusivité. On a demandé aux internautes si une fois qu'ils se sont désabonnés, est-ce qu'ils ont acheté ensuite sur le site. 23% ont répondu oui, on s'est désabonné et on a déjà acheté. C'est un segment que vous pouvez vérifier sur vos sites, sur vos bases CRM, de cerner en fonction du nombre, de cerner les désabonnés, savoir s'ils ont ensuite fait des achats sur le site. Ça veut dire que le désabonnement n'est pas l'arrêt de l'achat sur votre site e-commerçant. C'est un peu gênant parce que vous allez avoir du mal à les retravailler. Mais en tout cas, c'est un événement, je pense, qui est aussi important qu'il faut travailler. C'est-à-dire, par exemple, le formulaire de désabonnement ou la page de confirmation de désabonnement est la dernière impression que l'internaute aura de votre marque. Qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que vous passez comme message? C'est le dernier souvenir de sa marque, de votre marque, dans plus de 77%. Donc, la recommandation, c'est quand même de la travailler. Deuxième statistique, on demande les raisons pour lesquelles les internautes se sont désabonnés. Donc 64% des messages non adaptés, donc non pertinents, on en avait déjà parlé. Trop d'emails, 61%, et un contenu trop similaire. Il est clair que lorsqu'on veut travailler sa relation avec ses clients ou avec ses prospects, il faut être bien sûr pertinent, mais il faut être varié. Toujours des promos, toujours des cadeaux, toujours de l'urgence. Si votre ton est monotone et si vous êtes fixé sur un seul type de promotion, vous allez lasser les internautes, contenu trop similaire, et les perdre assez rapidement. Donc il y a vraiment des programmes d'élevage de prospects, des programmes de travail client, donc CRM, Customer Relationship Management, à travailler et affiner en testant ce qui est le plus pertinent. Et je pense que la variété du ton, la variété est un des clés du succès de ce type de programme. Je pense qu'on peut même aller plus loin, c'est qu'après le désabonnement, on peut aussi imaginer des mécaniques pour essayer de les rattraper, soit via d'autres supports de communication, soit via des bases d'opt-in sur lesquelles on retrouve des communs. Mais nous, c'est vrai qu'on le voit, c'est assez rigolo parce qu'en fait, le désabonnement, c'est vraiment pas un désengagement. On arrive plus facilement à réactiver quelqu'un qui est désabonné qu'à réactiver quelqu'un qui est complètement inactif et qui juste n'a rien fait. Il reste opt-in, mais par contre, il n'ouvre jamais, il ne clique jamais dans vos emails ou même il vous a classé dans sa boîte spam. Ça va être plus compliqué de réactiver que d'aller essayer de réoptimiser quelqu'un qui est désabonné. Dans le bilan actuel des bases de données clients, bien sûr, on a beaucoup plus de personnes qui vont tomber dans l'inactivité par d'ouverture, pas de clic, donc l'inactivité comportementale, que de désabonnement. Donc l'enjeu sur la réactivation des inactifs est important. Évidemment, oui. La boîte spam, alors chaque année on pose une question, est-ce que vous consultez votre boîte spam ? Ça nous intéresse de savoir quand on a des emails qui passent en boîte spam, si on a une chance qu'ils soient ouverts, cliqués, etc. Cette année, belle augmentation, peut-être un peu trop forte à mon avis par rapport, je ne vois pas pourquoi ça aurait changé, mais peut-être les onglets sur Gmail, mais donc 49% des internautes disent consulter leur email en boîte spam, augmentation de 33%, et on leur demande est-ce que vous avez trouvé quelque chose de pertinent, d'intéressant, important dans vos boîtes spam? Oui, à 44%.
ce qui tente à prouver que les filtres anti-spam ont peut-être des progrès à faire en déclaratif. Le mot important peut refléter beaucoup de situations. Ça peut être un message transactionnel, ça peut être un message personnel qu'on attendait, etc. Surreprésentation des experts, oui, ils ont l'habitude d'aller voir leur boîte spam à 60%, donc plus 11% par rapport à la moyenne. Et pareil, 52% ont aussi, donc plus 8%, trouvé des messages considérés comme importants dans cette boîte. Alors on a dit la boîte spam, une deuxième boîte de réception. Oui, non, en tout cas, tout n'est pas désespéré. Lorsque vous avez un montant important de vos emails qui arrivent en boîte spam, vous aurez quelques ouvertures. On s'est amusé à regarder en fait le profil de nos répondants pour essayer de les segmenter en fait par rapport à différents points. D'abord évidemment tout ce qui était équipement et usage sur Internet, et surtout ce qui était perception et intérêt pour les messages commerciaux, pour essayer de voir en fait quels étaient un peu nos meilleurs peut-être prospects versus ceux qui étaient plutôt réfractaires aux messages. Et parmi ces répondants, on a réussi à déceler 14% d'internautes addicts qui, eux, pour le coup, sont vraiment suréquipés, vraiment multi-device, plusieurs adresses e-mail, se disent experts, ont vraiment une bonne image des supports publicitaires et des messages qu'ils reçoivent. Ils consultent leur boîte spam. Voilà, ils sont vraiment très matures et très réceptifs aux messages commerciaux. Si on regarde un peu le profil socio-démo de ces addicts, on voit qu'il y a quelques critères qui sont évidemment surpondérés par rapport à la moyenne. Ce ne sont pas exclusivement des femmes, mais par contre, elles sont un peu plus importantes que la moyenne. Plutôt entre 15 et 44 ans, et plutôt CSP-, pour le coup. Voilà, donc c'est des critères qui sont ressortis par rapport à nos répondants. Le pourcentage le plus important sont les intéressés. Donc eux, ils sont un peu moins équipés. Voilà, ils sont un peu moins d'adresses email, mais ils sont quand même assez matures et sur Internet, et puis réceptifs aux messages commerciaux qu'ils peuvent recevoir, mais voilà, en moindre mesure. Et eux, ils sont à 40% par rapport à cette population. Ils représentent 40%. Et c'est principalement, encore une fois, des femmes entre 25 et 34 ans et actives. Comme quoi, il faut aller chercher les femmes. Alors, tu m'as laissé les deux derniers segments chez les hommes. C'est ça. Donc, les détachés, caractéristiques, ils ont plus de 55 ans, ils sont CSP- et retraités. C'est plutôt des débutants ou des intermédiaires. Ils ne vont pas consulter leur boîte spam, ils commencent, donc ce n'est pas dans leur habitude, ils n'ont pas eu d'expérience. Ils ont une vision relativement neutre, voire positive des emails commerciaux et marketing. Et je ne sais plus dans leur segmentation acheteurs si c'était des acheteurs, mais pas forcément. Un peu moins, voilà. Un petit peu moins. Ouais, et puis le dernier segment, donc, sur lesquels qu'on a appelé les réfractaires, sur lesquels la perception par rapport aux messages commerciaux est vraiment la plus faible. Une population où les hommes sont surreprésentés, plus de 55 ans. CSP+, ou retraités, ils représentent 24% de la population. Ils sont intermédiaires en termes d'expertise. Alors eux, à 51%, ils n'achètent pas sur Internet. Donc recevoir des messages commerciaux, ça a un intérêt quand même limité pour eux. C'est normal qu'ils soient réfractaires. Ils consultent, ils sont plutôt mono-adresse. Ils consultent régulièrement leur boîte email, mais pas la boîte spam, ce qui est normal pour eux puisqu'ils n'ont aucun intérêt. Et globalement, ils ont quand même, lorsqu'on leur a demandé, une mauvaise perception des emails commerciaux, ce qui est normal puisqu'ils n'achètent pas. Et dernière caractéristique, ils sont faiblement aussi réactifs à d'autres supports publicitaires. Les 10 supports qu'on avait identifiés, ça ne les fait pas tellement réagir. Donc on a ce panorama-là, et bon, ce qui est intéressant, c'est quand même on a 54% dans la zone en haut à droite. Rose, voilà, dans la zone positive. Mais ça veut dire que vous avez quand même des réfractaires au canal email sur lesquels vous aurez peut-être à travailler soit d'autres canaux numériques, c'est pas ce que semble dire l'étude, mais peut-être des canaux plus traditionnels de marketing direct papier ou de marketing classique. Voilà, donc peut-être pour résumer tout ce qu'on vient de se dire, c'est que les internautes, maintenant, voilà, ils sont vraiment connectés en permanence. Ça fait quelques années où on dit que les supports mobiles sont vraiment en augmentation. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont tout simplement installés dans les foyers français.
ce qui nous permet d'avoir un point de contact quotidien et surtout régulier avec l'ensemble de nos internautes du réveil jusque le soir tard au coucher. On voit vraiment une maturité aussi de ces internautes grâce à leur équipement, grâce à leurs usages. Ils ont acquis peut-être une confiance vis-à-vis des marques et des emails qu'ils peuvent recevoir, ce qui fait qu'ils consultent leur boîte spam comme on l'a dit. Ils cliquent sur les emails, ils font de l'achat suite à la réception d'un email ou d'un SMS. Ils partagent les offres sur les réseaux sociaux avec leurs proches. Voilà, donc il y a vraiment une maturité. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressorti de cette étude. Et donc, l'email reste, malgré quelques points peut-être d'attention, reste le support publicitaire générateur de trafic web et également magasin, ce qui est intéressant pour les annonceurs off. Peut-être quelques chiffres importants, on l'a dit, mais voilà, 46% qui déclarent avoir déjà fait une visite suite à la réception d'un email ou encore 28% qui sont rendus en magasin. Bon, de toute façon, si vous êtes possesseur d'un site e-commerçant, vous avez les chiffres de génération de trafic, mais surtout de vente par email. Vous savez qu'ils sont quand même importants et surtout, une des grandes caractéristiques et un des grands intérêts de l'email, c'est son coût au contact. Le routage ne coûte pas cher. Le coût de la campagne est plutôt supporté par la création et le temps passé à réaliser la campagne. Et c'est un canal incontournable en fidélisation et le plus performant actuellement. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit l'évolution par rapport aux réseaux sociaux, on est quand même très content d'avoir les adresses e-mail chez soi de ses clients, les adresses postales aussi, qu'on va pouvoir travailler sans payer un intermédiaire, type réseaux sociaux, type Google, pour faire sa communication. Merci beaucoup, Pascal, pour cette intervention, pour votre travail. Mille merci. Peut-être ce que tu voulais présenter, peut-être les années prochaines ou... Voilà le planning, donc on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et puis là, on est vraiment à votre disposition pour, je ne sais pas combien de temps il reste, pour répondre à vos questions sur l'emailing. Y a-t-il des questions dans l'assistance sur l'emailing en général? Levez la main parce que... Ah, là-bas. Il y a un micro qui va arriver. Bonjour. Je voulais savoir, en fait, est-ce qu'il y a des moments privilégiés au niveau de l'email? C'est-à-dire, est-ce que vous avez dans votre étude, je ne sais pas si c'était une question, mais est-ce qu'il y a des moments de la journée où les gens consultent plus favorablement leur email et également où est-ce qu'il y a le plus de conversions? Alors, on n'a pas demandé spécifiquement l'heure de consultation des emails. Par contre, je peux vous dire ce qu'on constate, nous, par rapport aux ouvertures et aux clics dans les emails qu'on peut envoyer. Et on voit vraiment deux pics dans la journée qui est juste après le déjeuner, à 14h, et en rentrant, je pense, le soir chez soi vers 18h. C'est vraiment deux moments qui ressortent vraiment régulièrement dans toutes les campagnes qu'on peut envoyer. En B2C ou en B2B? Les deux. Vraiment, ouais. Cette question du moment opportun d'envoi de l'email est une question qui revient régulièrement chaque année, qui est importante. Il devrait apparaître d'ici 1 à 2 ans des outils d'optimisation du moment de l'envoi. On appelle ça aux États-Unis Send Time Optimization, qui, en fonction d'un historique, permet d'étaler la campagne sur les 24 heures ou sur 1 ou 2 jours et envoyer au moment où, historiquement, on a constaté que l'internaute lisait régulièrement ses adresses. Ça, c'est des choses qu'on voit déjà sur certains outils américains. En parlant avec les routeurs sur le marché, c'est des choses qui devraient arriver et être accessibles et que vous pourrez joyeusement tester pour mesurer les augmentations de performance. Je pense par contre qu'il faut faire attention aussi parce qu'il y a l'heure d'ouverture et de clic sur un email, mais par contre il y a le moment où ils achètent qui n'est pas toujours le même. On voit qu'ils conservent leurs emails et qu'ils vont acheter peut-être à un autre moment, et ça c'est vraiment très variable suivant le secteur d'activité. Voilà, comme il y a des produits qu'on achète assez rapidement, peut-être dans le courant de la journée, puis il y a des produits on attend plutôt le week-end, on attend d'être en famille. Donc ça c'est important de tester. Oui. Peut-être une autre question? Oui. Le jour, c'est aussi assez variable. En général, on est plutôt sur la semaine. On voit vraiment des pics de réactivité plutôt les jours de semaine. Après, quel jour de semaine, c'est vraiment très variable suivant le secteur.
Sur le secteur, assez basiquement, mais sur les offres plutôt femmes ou pour les enfants, on a un pic le mercredi. Par contre, sur des produits plus voyage, ce sera plutôt le week-end. Donc c'est vraiment variable. Ouais. On peut faire des tests sur les offres textiles, vêtements. On peut faire des offres intéressantes qui vont faire venir des internautes le dimanche ou le samedi aussi, si on a des offres promotionnelles. Donc, on peut avoir de constats qui est de dire à quel moment ou est-ce que je peux provoquer le fait de faire venir plus d'internautes à un moment où je vais faire une offre exceptionnelle, moins X% pendant une heure ou de telle heure à telle heure sur le site. Et on voit que ces offres marchent plutôt bien. Ce qui est intéressant aussi dans vos bases CRM, si vous pouvez remonter ce genre d'informations par individu, parce qu'il va y avoir au sein de votre base de données des personnes qui sont très actives le week-end, d'autres la semaine, d'autres à 14h, d'autres à 17h. Et ça, après, pouvoir programmer l'heure de routage par individu, c'est des choses qui sont un peu... C'est un peu tricky, mais qui peuvent être très intéressantes. On aime bien tester. Ouais, on fait des segments. Alors, on n'est pas à l'individu même, mais par segment. Ouais. Des personnes qu'on relance que le week-end, que la semaine. Voilà. Okay. C'est assez intéressant. Oui. Moi, j'ai une question entre l'étude que vous avez menée, qui est plus orientée déclaratif, et de l'analyse comportementale. Oui. Vous dégagez des tendances similaires ou pour certaines valeurs, il y a des déclinaisons importantes? Quand je dis analyse comportementale, c'est par exemple le nombre de, entre le type de device utilisé ou les périodes où sont consultés ou vers les emails, etc. Je crois qu'on en a un peu parlé pendant l'étude, mais effectivement, on voit des choses où la consultation sur mobile, pour nous, est vraiment de plus en plus utilisée. Et pourtant, en déclaratif, ça reste un support qui n'est pas celui préféré. Ça reste évidemment l'ordinateur. Je pense aussi sur la partie retargeting où on a vu qu'ils étaient à 56% à dire que c'était intrusif et pourtant c'est là où on enregistre les meilleurs taux d'ouverture de clics et de transfo puisqu'on va jusqu'à cette mesure. Donc il y a forcément un peu de biais, un peu de décalage entre du déclaratif et du comportemental. Mais je pense que c'était les deux principales choses qu'on a vues en tout cas. Oui, on avait vu la vidéo sur la vidéo les également, internautes. On s'est posé beaucoup de questions sur la préférence, l'appétence sur la vidéo. C'est que les emails vidéo fonctionnent bien. Une dernière question, peut-être? Oui, bonjour, je suis là. Oui. Vous n'avez pas parlé de fréquence, une seconde. Si on arrive à pousser des contenus diversifiés, quelle est la pression un peu idéale qu'on peut avoir? Alors après, ça va vraiment dépendre des internautes et de votre base de données. C'est vrai qu'on essaye d'avoir une pression différenciée suivant le comportement de l'internaute et sa valeur, en fait, où on va aller trouver vraiment ceux qui sont très appétents et très réceptifs. Ceux-là, on peut augmenter la pression. Par contre, ceux qui sont vraiment très peu actifs, on va la diminuer. On va un peu s'adapter par rapport à l'internaute. Nous, on essaye de manière générale en prospection de ne pas être à plus d'un email par semaine parce que on protège aussi la base. Et de toute façon, l'indicateur clé va être le taux de désabonnement qu'il faut suivre pour voir s'il y a une pression un peu trop importante et la diminuer. Mais nous, en tout cas, chez Mille Merci, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on essaye d'envoyer le minimum d'emails pour le maximum de chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas toujours évident, mais c'est à mesurer, je pense, et c'est surtout à différencier par individu dans votre base de données. Ouais. Effectivement, on est souvent dans les logiques, plus j'achète, plus je suis capable de recevoir et plus ma pression commerciale est importante. Maintenant, une des clés, vous l'avez dit, c'est est-ce que j'ai quelque chose de pertinent à dire toutes les semaines, 2 fois par semaine ou tous les jours. On voit des emails comme ceux de vente privée qui, a priori, ne posent aucun problème de plainte de délivrabilité, donc globalement qui sont plutôt bien acceptés par les internautes parce que l'offre est intéressante. Par contre, vous avez d'autres marques qui approchent l'email par jour et sur lesquelles on n'a pas toujours une offre suffisamment intéressante parce que la marque n'arrive pas à produire. Donc je crois même que le contenu et la qualité de l'offre est un critère essentiel. Et je rejoins Mille Merci, il faut mieux envoyer moins, mais avec des offres pertinentes, bien ciblées, que se dire je vais toujours envoyer beaucoup, il y aura toujours des gens intéressés. Là, vous allez user votre base, vous allez générer des désabonnements, mais surtout beaucoup d'inactifs. Et finalement, vous allez avoir votre baignoire qui va se vider, votre base de données, il va falloir la remplir en dépensant de l'argent. Donc, de toute façon, dans ce contexte, on est amené, notamment sous la pression de la délivrabilité, des films de plus en plus importants, à faire des bons messages.
marketing avec une pression ressentie par l'internaute, qui n'est pas forcément celle que vous envoyez, qui sera de plus en plus à mesurer, à affiner et à optimiser. Alors là, j'ai tout dit, rien dit. La pression commerciale est quand même un sujet des plus complexes. Je ne sais pas si tu partages cet avis. Non, mais Pascal, oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à leur demander en fait, aux internautes. Aussi. Nous, on fait beaucoup ça sur les liens de désabonnement, d'avoir une page intermédiaire où on leur dit vous souhaitez vous désabonner complètement, ou sinon dites-nous combien d'emails vous souhaitez recevoir par semaine, par mois, ou souhaitez-vous vous désabonner juste pendant une période. Et puis voilà, on peut imaginer pas mal de choses pour qualifier nos bases. Il y a encore une question, pardon. Très rapidement, hein, parce que justement, combien d'emails en moyenne ils acceptent de recevoir? C'est vraiment très très variable. Nous, voilà, on est sur une pression. Alors moi, je parle beaucoup de conquête, mais on est sur une pression à entre 2 et 3 emails par mois. Donc vous voyez, c'est assez limité. Par contre, en fidélisation, évidemment, vous pouvez être beaucoup plus important que ça. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur le stand, Merci, sur le stand J71, et il y a un voyage à gagner à San Francisco si vous nous laissez. Et dernière chose, sur le site de la SNCD, vous pouvez retrouver des extraits de l'étude et l'étude complète. Pour les non-membres, en général, on la diffuse aux membres, mais là, pour les non-membres, elle est accessible, elle est commercialisée de mémoire au prix de 249 € et elle contient 2 à 3 fois plus d'informations, 59 pages. C'est la première année qu'on la commercialise, vous pouvez l'acquérir. Merci de votre attention. Merci.